Bienvenue dans le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. Notre objectif, c'est de partager avec vous, d'accueillir des personnes inspirantes pour aborder des sujets liés à la santé et au bien-être. Je m'appelle Nathalie, je suis praticienne en Ayurveda, j'accompagne des femmes spirituelles qui veulent prendre soin de leur corps, de leur cœur, de leur mental et du monde qui les entoure. Et je suis Lorraine, praticienne en Ayurveda, spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes dans toutes les étapes de leur vie et de leur cycle. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Si vous avez envie de nous soutenir, laissez-nous un commentaire ou même 5 étoiles sur Apple Podcast. Il nous arrive tous de ressentir des émotions agréables, comme la joie, la douceur, l'amour, et d'autres moins agréables, comme l'anxiété, la colère, la frustration ou la tristesse. Avez-vous déjà remarqué le lien entre vos émotions et votre alimentation ? Savez-vous que ce que vous mangez influe sur vos émotions et que vous pouvez alors vous apaiser sur le plan mental grâce au pouvoir des saveurs ? Aujourd'hui, nous sommes avec Simon Duval, que nous avions déjà reçu dans le cadre d'un atelier en ligne lors du sommet de l'Ayurveda, pour découvrir le lien entre les émotions et les saveurs. Bonne écoute. Bonjour Simon, comment vas-tu ? Bonjour Simon. Bonjour Nat, bonjour Lorraine. Et je vais bien, merci. Et vous ? Écoute, ça va très bien. On est ravis de te recevoir aujourd'hui. De te Je suis recevoir ravi à aussi. nouveau, comme disait Lorraine, te recevoir à nouveau sur le podcast. Donc, tu nous as proposé cet épisode, Simon, sur le lien entre l'alimentation et puis les émotions, parce que toi, tu es un passionné de cuisine, tu exerces le métier de cuisinier depuis 2007 et tu t'es formé aussi donc à l'Ayurveda avec Alex Duncan depuis 2021. Exact. Tu as créé Flavessence, qui est un concept à travers lequel tu transmets des clés en alimentation qui permettent à tout un chacun de cuisiner de manière simple, gustative, digeste, en prenant en compte les fondements de la cuisine ayurvédique. Et tu organises également des instants culinaires sous forme de retraite holistique et tu proposes des cours de cuisine en ligne personnalisés. Ta marque de fabrique, c'est vraiment une cuisine à la fois méditerranéenne et ayurvédique qui respecte le rythme des saisons et la localité. Donc, je suis sûre que tu as plein de choses. Voilà, on est ravis de te recevoir pour parler de tout ça et pour cuisiner et parler des émotions. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as découvert l'Ayurveda ? Comment l'Ayurveda est venu à toi ? Merci déjà pour la présentation, c'est très juste par rapport à ce que je vous ai fourni comme information. Merci. L'Ayurveda est venu à moi en 2018. Je suis parti en fait sur un coup de tête en voyage du côté du Sri Lanka et j'étais un peu si on peut dire une crise existentielle. Bon, j'étais un peu en quête de sens, vraiment le sens, le mot sens dans tous les sens du terme. Je suis arrivé au Sri Lanka comme ça pendant à peu près 20 jours et puis je me suis posé à un moment donné en contemplant la mer et je voyais tous les Occidentaux qui venaient un peu en quête de spiritualité ici et je me suis dit waouh, mais il y a vraiment quelque chose de puissant et, et je me suis dit mais voilà, qu'est-ce qu'ils mangent ces personnes? Et c'est vrai que j'étais arrivé un peu à la fin d'un truc avec la nourriture et la cuisine un peu occidentale. Il manquait une sorte de peut-être de plus-value, on va dire, un peu au métier de cuisinier, de voilà comment on mange, pourquoi on mange. Et, le mot Ayurveda est sorti comme ça pendant le voyage. J'ai entendu pharmacie ayurvédique, massage ayurvédique, cuisine ayurvédique. Et là, tout de suite, ça m'a fait écho et je me suis dit, allez, je vais essayer de faire des petits cours de cuisine là-bas en Ayurveda sur les bases de la cuisine ayurvédique. Et j'ai tout de suite été séduit par ce côté ancestral et puis et technique un petit peu, on peut dire, par rapport aux combinaisons des saveurs et des épices. C'est vrai qu'en tant qu'occidental, on a tendance à mélanger des épices un peu comme ci, comme ça, mais on ne sait jamais trop ce que ça peut faire comme résultat au niveau de l'organisme.
Et voilà, et là, ça m'a donné envie d'aller creuser là-dedans. Donc je suis revenu après donc du côté du sud de la France et j'ai acheté un bouquin. Et voilà, et puis après j'ai décidé de me former dans une école qui me paraissait la plus crédible, et voilà, Alex Duncan à Gare-Doucel m'a semblé idéal pour commencer ce chemin. Est-ce que tu te souviens ce que c'était le premier bouquin que tu as lu? Alors c'était un petit livre sur les fondements de la cuisine ayurvédique. C'était un simple livre qu'on peut trouver ici. Alors je l'ai pas sous les yeux, la référence, je pourrais vous la donner. C'était les bases de la cuisine ayurvédique, quelque chose comme ça. Donc, et OK. ça expliquait vraiment les concepts, le concept de base, l'art de vivre avec tout ce qui est les massages, la phytothérapie. On survolait un peu, voilà, comme ça, toute la sphère de l'Ayurveda. Alors je me positionne pas comme un puriste qui va creuser vraiment dans les profondeurs jusqu'à arriver au côté peut-être parfois religieux de la chose. J'aime bien survoler comme ça un peu les différentes cultures. J'ai toujours été attiré par une forme de métissage, et c'est vrai qu'à travers la cuisine, j'aime bien comme ça de mes voyages prendre ce qui me plaît, ce qui me fait écho, et de venir le métisser, et puis arriver à fusionner comme ça des saveurs, ce qui fait un peu mon chemin de vie et mes découvertes. Voilà, et là, voilà, la cuisine ayurveda est venue mettre un peu comme ça de peps à cette quête de sens depuis 2018-2019. Super. Est-ce que, tu vas pouvoir, nous présenter un petit peu les des concepts de base, donc que tu as pu apprendre sur, ton chemin vers l'Ayurveda et aujourd'hui, les notions un peu, générales autour des saveurs? La saveur selon l'Ayurveda, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça apporte? Comment une saveur peut influencer, nos émotions? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur vraiment ces concepts de base autour des saveurs? Oui, bien sûr. En fait, on dit saveur, mais originellement, ce serait plutôt les goûts, en fait, les 6 goûts en Ayurveda, et la manière de les combiner avec la matière pour préparer une recette vont faire que ça devient une saveur. Donc ces fameux goûts, on va commencer en disant goût, puis je pense que ça transitionnera vers les saveurs, mais voilà, les 6 goûts de base qui font une cuisine, on peut dire, thérapeutique avec l'Ayurveda, ça va être 3 saveurs qui vont être cataboliques et 3 saveurs qui vont être anaboliques. Donc 3 saveurs, 3 goûts qui construisent les tissus, et 3 saveurs, 3 goûts qui réduisent les tissus. Donc les 3 premiers goûts en fait anaboliques, ça va être le doux sucré, un peu fade, on va dire, l'acide et le salé. C'est vraiment les 3 premières saveurs qui construisent, et puis on a les 3 autres goûts, les 3 autres saveurs qui vont être le piquant, l'amer et l'astringent. Et donc la combinaison des 6 goûts de manière harmonieuse dans nos assiettes vont permettre d'avoir à la fois déjà un équilibre digestif, et puis donc forcément un équilibre émotionnel au niveau de l'esprit, puisqu'on va pas être comme ça surchargé d'informations au niveau des saveurs et des goûts. Donc voilà, l'idée c'est de comment combiner ces 6 saveurs de manière harmonieuse. Mmh. Est-ce que justement, toi qui connais bien, la cuisine et toutes les influences, est-ce qu'en Occident et plus particulièrement en France, on a tendance à favoriser certaines saveurs plutôt que d'autres? Est-ce qu'il y en a qui sont totalement inexistantes en France, par exemple, des saveurs? Bah, je pense qu'au XXIe siècle, on a quand même découvert beaucoup de cuisines autour du monde, donc on s'est un peu approprié ce qui est propre aussi un peu à la gastronomie française, et un peu à la population qui voyage à travers le monde, de s'approprier un petit peu les recettes du monde entier et de se créer, voilà, une cuisine traditionnelle qui est tournée quand même avant tout sur des saveurs assez réconfortantes, sucrées, douces, et puis un peu acides, hein. Je pense notamment à tout ce qui est la crème, les liants, et cetera, qui font un peu la cuisine voilà, familiale, d'opulence. Euh, la saveur un peu piquante, je pense au piment ou quelque chose d'assez fort dans les pays exotiques ou en Asie, va être moins présente dans nos assiettes, mais pourtant elle reste quand même une épice, une saveur qui est intéressante d'utiliser. Je parle du piquant, mais voilà, il y a des épices qui voyagent bien en provenance d'Inde et d'Orient, qui vont avoir des vertus comme ça un peu réchauffantes, un peu piquantes.
Mais avant tout, oui, c'est vrai que ça tourne autour du côté, un peu, doux, acide et salé, hein, nos assiettes. C'est les saveurs, qu'on retrouve principalement ici. OK, donc tu as bien expliqué qu'en fait, l'intérêt d'avoir une bonne répartition des saveurs, c'est à la fois d'avoir quelque chose qui fonctionne bien sur le plan digestif, mais du coup aussi, d'avoir un impact sur, la façon dont se passe notre mental, nos émotions et cetera. Donc peut-être qu'on peut aller faire, une exploration des différentes saveurs et puis voir ce que chacune, des saveurs apporte, particulièrement sur le plan du mental et des émotions. Par laquelle on commence? Par le doux? Alors là, on va commencer par le doux, hein, la saveur qui est reliée, ben, à l'enfance et au plus jeune âge, hein. Quand un nouveau-né, commence à naître, il a besoin, voilà, de ce réconfort affectif, de construire un petit peu son corps, de se lancer dans la vie un peu, incarnée, matérialisée. Donc, la saveur douce sucrée, qui est reliée à l'élément terre et eau, hem, elle est liée à l'émotion, bah, voilà, de la douceur, l'amour, la joie, la satisfaction et ce besoin d'affection, ouais. Et il y a un adage comme ça: «Le goût suave du succès», un petit peu, de vouloir, se réconforter à travers cette saveur. Et il y a un paradoxe, moi, je pense, avec ça, c'est-à-dire que, sans jugement, mais avec une vision un peu interrogative, je me dis: «La saveur douce, qu'on nous propose, dès notre plus jeune âge et jusqu'à l'adolescence et voire encore aujourd'hui, ça tourne autour des sucres, des sucreries, des gourmandises, des goûters, une notion un peu comme ça de sucre raffiné qui vient donner une dose d'amour, radicale et très directe à notre organisme. Et j'avais vu une étude sur, par exemple, des souris qui étaient attirées par 2 genres de stimulants. Il y avait une drogue quelconque et puis du sucre, et elles venaient directement vers le sucre. Alors, pourtant, ils sont tous les 2 stimulants. Je pense que la drogue était un peu plus acidifiant et et corrosif, mais voilà, donc le sucre revenait tout le temps. Et je me suis posé cette question: est-ce que, on serait pas tous un peu dépendants affectifs de cette saveur-là, si on en a consommé pendant plus de 20 ans comme ça, inconsciemment? Est-ce que c'est pas plutôt ça qu'on essaye un peu de détoxifier dans nos vies, arrivé à un certain âge? Voilà, c'est la question que je me suis posée, un peu une question ouverte. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de votre côté? C'est pas trop le Ouais. sujet d'aujourd'hui, mais Oui, Et mais en fait, ça peut interroger tout il le y a monde. beaucoup de personnes qui bah, ouais, ouais, carrément. Et puis, je pense que beaucoup de personnes sont concernées par ça, par cette addiction au sucre, en fait, parce que ça nous donne, un shoot, comme un shoot de plaisir, de bien-être, tu vois? Bon, autant il y a des gens qui vont se tourner vers, le fromage ou la charcuterie, mais il y a quand même énormément de gens, en tout cas parmi mes clients, mes clientes, j'en vois beaucoup, qui se tournent et puis moi la première, qui se tournent vers le sucre, en fait, pour avoir cette, ouais, cette comme un apaisement immédiat, tu vois? En tout cas, mmh. c'est voilà, c'est peut-être ça qui apparaît comme une drogue, c'est que ça nous donne un shoot de douceur, quoi. Et puis là, on est dans la période hivernale, donc on est lié aussi au dosha kapha, hein, kapha, qui est cette humeur, qui est reliée à la terre et l'eau, qui vient se corréler un peu à la saveur douce et sucrée. Et donc semblable attire le semblable. On va avoir tendance, en plus, aux périodes un peu du solstice d'hiver, à tomber un peu dans moins de luminosité, plus de «noirceur» entre guillemets, et ce retour un peu, à nos racines, pour les fêtes de fin d'année, voilà, il y a un peu cette opulence qui revient, cette notion d'affectif. Et c'est intéressant de voir, est-ce que, voilà, avec quoi on vient jouer comme émotion, à ces périodes, «sombres» entre guillemets. Après, par rapport à ce que tu disais, je pense qu'à la base, le corps est bien fait et cette notion de goût, de sucre, de doux dont on a besoin, c'est parce qu'on en a vraiment besoin pour construire en effet des tissus en période hivernale ou dans des périodes de notre vie où on est en croissance ou par exemple quand les femmes sont
en pleine grossesse aussi, on recommande cette saveur-là du doux pour venir construire les tissus et permettre à la vie de se créer Bien sûr. normalement et bien. Mais comme tu disais, après, il y a eu comme une pollution de notre société et le sucre s'est transformé en sucre raffiné, en consommation excessive de sucre parce qu'on veut trop de douceur et qu'on ne sait pas peut-être contrôler. Donc, c'est juste aussi après une dérive, entre guillemets, de la société. Mais à la base, sinon, c'est bien fait. Et le sucre dont on parle dans les goûts, je pense que tu en parleras peut-être un peu plus tard, mais c'est pas le sucre des bonbons ou le sucre du chocolat. Non, non, C'est non. le doux qu'on peut retrouver voilà, dans certains aliments qui sont favorables dans ces périodes de croissance dont on a besoin. Tout à fait, tout à fait. Bah justement, on peut dire un peu les aliments et les sucres qui vont être bons, hein, parce qu'il y a aussi des bonnes, on va dire des bonnes dépendances, dans le sens où un bon massage réconfortant, par exemple, c'est une notion d'amour qui va venir nourrir aussi l'affectif, hein. Mais en termes d'aliments, on va avoir peut-être les sucres complets, quelques ingrédients comme par exemple la patate douce, l'avocat, les dattes, et le sucre de date qui peut être des bons sucres. Le meilleur sucre pour moi, ça va être ce qui se trouve dans les fruits naturels, hein, la sucrosité des fruits qu'on peut essayer d'utiliser dans nos assaisonnements. Ça va être cette dose de sucre qui peut être intéressante aussi pour le corps et l'esprit. OK. Voilà en ce qui concerne Et plus ou moins ma vision sur le sucre. ouais, tu as pas cité peut-être les céréales, les huiles? Oui, bien sûr, oui, il y a des céréales aussi, l'avoine, les arachides qui peuvent être des bonnes alternatives dans un plat et qui viennent apporter aussi le côté protéiné du plat. Mmh. Parce qu'il y a la notion un peu umami, ce qu'ils appellent au Japon, cette saveur un peu douce et qui est intéressante, qui se fait hein, par rapport à la réaction de Maillard, qui est la caramélisation un peu des sucres et des protéines. Et on en trouve un peu comme ça avec l'odeur, par exemple, de la viande blanche, le poulet rôti, ou les oignons caramélisés qui viennent amener rien qu'à l'odeur déjà, ce réconfort et cette affection qu'il y a. Voilà, et le miso aussi, qui est un ingrédient intéressant pour venir cuisiner un plat réconfortant, qui est un peu plus acide, lui, pour le coup. OK, du coup, si on sent qu'émotionnellement, on a besoin de douceur, d'apaisement, de réconfort, on va du coup plutôt se tourner vers cette saveur douce, donc vers des aliments qui ont, ce goût doux et de bons aliments, pas vraiment des sucres raffinés, mais des bons aliments qui ont le goût doux. Est-ce que tu peux dire aussi dans quel cas on va plutôt essayer d'éviter cette saveur-là? Eh bien, on va éviter cette saveur-là si dans notre profil, selon l'Ayurveda et notre constitution, on a révélé un peu cette notion d'humeur kapha en nous. Si on a déjà tendance à avoir un peu de problématiques avec le cholestérol, ou si on est un peu en surpoids, par exemple, ça peut être une saveur qui va accentuer peut-être un peu le mucus et le flegme en nous. Il faudra plutôt aller vers son contraire, vers la saveur qui est plutôt astringente et amère, hein, dans nos six saveurs. Ok, top. Bon, on a fait un bon tour de la saveur et du goût doux. Sur quel goût souhaites-tu aller maintenant? Bah, dans la continuité logique, on va aller vers l'acide. La saveur acide, elle, en termes d'émotion, elle va amener de la structure de l'esprit. Elle va amener un peu cet esprit critique, la clairvoyance. Elle va favoriser un peu la prise de décision, donc ça reste subtil, hein. C'est pas parce qu'on va manger un pickles de radis que tout de suite on va avoir une illumination de créativité, mais ça vient jouer quand même Pourquoi pas? aussi un petit peu sur la joie. Croquer un petit cornichon comme ça une fois par jour, ça favorise aussi un peu la joie. Et la direction, bon, après c'est dans les écrits, mais un peu la direction de but précis, comme ça, cette recherche à l'extérieur de soi, quelque chose à posséder. Euh, voilà. Donc Puis là, il y a dans des les personnes qui exemples, nous écoutent qui vont se dire, je vais me réveiller le matin et croquer un cornichon. ah bah après, tout dépend de leur constitution et de peut-être leur déséquilibre. C'est sûr que
si on revient sur notre idée d'occidental qui est née un peu comme ça dans ses gènes avec la saveur sucrée, acide et salée, on a tendance, nous, à la saveur acide, à l'avoir un peu en surdose aussi dans notre organisme. Donc, voilà, elle va plutôt être vertueuse pour les personnes de profil Vata qui ont tendance un petit peu à être dans un excès de vent comme ça, de vouloir reconstruire un petit peu avec la saveur acide. C'est la saveur anabolique aussi comme le sucre. Elle vient construire, elle vient apporter quelque chose aussi. Alors on peut Ok. prendre des petits pickles par exemple de radis, on peut le miso, il vient faire un peu la liaison comme on disait tout à l'heure avec le sucre, il vient décaler un peu vers l'acide et le salé. Après l'acidité de toutes les agrumes, voilà. Ouais, tout ce qui est fermenté également qui va dégager de l'acidité? Oui, voilà. Après, c'est vrai qu'il y a bon, tout ce qui est lait, fromage a de l'acidité, mais ça va être moins digeste parce qu'il y a quand même plein de caséine et de lactose. Et en fait, la caséine a un effet comme ça un peu addictif et qui rend un peu accro. Et voilà, c'est pour ça que le beurre, par exemple, le beurre clarifié, le ghee, quand on retire la caséine et le lactose, on a quelque chose de beaucoup plus digeste. Alors en excès, la saveur acide, par exemple, si on est vraiment trop dans l'acidité, ça va peut-être amener un peu au niveau de nos émotions, un peu de colère, un peu de jalousie, de jugement. C'est-à-dire que, alors c'est pas pareil, c'est pas direct, hein, mais peut-être que après notre digestion, dans post-digestion, notre comportement avec la famille ou voilà, avec nous-mêmes, hein, dans notre tête, on va peut-être voilà avoir des excès comme ça d'avarice. C'est Mmh. c'est un peu les OK. émotions qui ressortent, jugement, jalousie, avarice et colère, avec la saveur Mmh. acide en excès. Ouais, donc on va plutôt l'éviter si on a déjà, ce type d'émotions qui sont présentes, on va quand même plutôt éviter du coup, d'utiliser cette saveur-là. Ouais, ça nous agrippe à nos possessions. Donc voilà, OK. à peu près pour la saveur acide, hein. On peut voilà, j'avais la bière, la bière, le café ont quand même des de l'acidité dans leur préparation. Les légumes lacto-fermentés sont très bons, par exemple. C'est intéressant d'avoir un petit chutney, par exemple, toujours avec soi, ou des petits légumes lacto-fermentés qu'on va mettre à petite dose dans l'assiette, comme ça, juste pour réveiller un peu les purées, etc. À la fin des 6 saveurs, je vous parlerai d'un plat typique du moment qu'on pourrait faire qui réunit les 6 saveurs. Donc voilà pour la saveur acide. On peut passer à la saveur salée, si vous voulez. Allons-y. Allez, c'est parti. La saveur salée, elle va être reliée à l'enthousiasme. À l'enthousiasme, à la confiance, un peu ce zeste de la vie. C'est cette notion que j'avais lue dans le livre Prakriti, un peu de David Frolet, si je dis pas de bêtises. Un peu comme un vieux marin qui est couvert de sel, qui revient d'un long voyage, voilà, qui a cette envie des plaisirs de la vie, de tous les désirs qu'il peut lui apporter la vie à terre. Il revient un peu d'un long voyage et voilà, il y a cette notion-là dans les émotions du sel. Par contre, en excès, ça va nous amener un peu des peurs conscientes et inconscientes, un peu d'avidité. Ça peut aussi amener la léthargie, l'irritabilité. On le voit par exemple avec peut-être les maladies qui se rapprochent du psoriasisme ou de l'eczéma. C'est vraiment une notion avec la saveur acide salée pardon, qu'il faut éviter dans nos plats. Elle est vraiment pas conseillée, je pense, pour ce genre de désagréments. C'est une saveur qu'on OK. retrouve dans quels aliments du coup? Ah bah, naturellement, dans tous les produits industriels préparés, toutes les conserves, tout ce qui a déjà été préparé en amont et qu'on trouve dans les Biocoop également, hein. On a tendance des fois à vouloir se prendre un peu je sais pas, des petites conserves, des fois de morue pour les oméga 3 ou de la tapenade en Provence ici, de la tapenade avec cette pâte d'olive qui va amener déjà cette surdose de sel. Tous les produits industriels sont déjà naturellement trop salés, hein. Je crois que ça excède, il faut pas excéder 3 grammes de sel par jour, si je dis pas de bêtises, ou même moins, mais enfin, on les dépasse largement si on salait aucun plat, on les dépasse largement en consommant des produits industriels.
après, des aliments qui vont être naturellement salés. Il peut y avoir tout ce qui se rapproche de la mer, hein, les algues, les salicornes, les fruits de mer, par exemple. L'estragon aussi a un peu cette notion de salé. On est relié un peu à l'élément feu et à l'élément eau. Donc, on est aussi toujours dans cette notion de construction avec le sel. Ça vient, voilà, la salive, ça vient générer un peu l'eau, le côté gustatif. Donc ça vient sortir un peu la salive, l'eau. Ça amène l'appétit, hein, le sel. Cet enthousiasme. Donc à utiliser si on a un besoin d'enthousiasme et de se booster un petit peu et puis à faire attention particulièrement, je pense aussi aux personnes qui ont des œdèmes ou qui font de la rétention d'eau, à plutôt éviter le sel, le goût salé. Après, ça OK, va nous amener vers le côté un peu fade de la préparation et ça manque, voilà, d'enthousiasme. On se dit, ouais, c'est fade, j'aime pas. Alors, ouais, oui, mais après, notre corps nous remerciera parce que il y aura un effet digestif et post-digestif émotionnel qui pourrait être intéressant aussi. Mais au premier ouais. abord, ça paraît un peu ennuyeux et un peu amer. Enfin, amer. C'est justement la saveur avec laquelle on va continuer. L'amertume. Et il y avait un adage de Osho justement sur la vérité est amère au début et douce à la fin. Et un mensonge est doux au début et amer à la fin. Alors, j'aime bien l'associer à la digestion, ça. C'est vrai que quand on n'est pas habitué, nous occidentaux, à cette saveur amère, on a tendance à se dire, ouais, c'est ennuyant, quoi. Je suis un peu amer à la vie. Mais au niveau digestif, ça a des vertus incroyables. C'est une des meilleures saveurs, d'ailleurs, la mer, dans nos 6 saveurs en Ayurveda. C'est vraiment une des saveurs thérapeutiques qui se rapproche justement des herbes et de la phytothérapie aussi dans les stratégies thérapeutiques. Ouais et puis c'est une saveur qu'on trouve pas qui est pas très, très répandue dans notre alimentation, hein. Où est-ce qu'on la trouve cette saveur amère, pardon? Bah, la saveur amère, j'avais fait l'endive au sommet de l'Ayurveda, qui est là un peu l'aliment qu'on n'aime pas trop, ou alors qu'on a des mauvais souvenirs d'enfance. Ouais, c'est amer, enfin, c'est pas bon. Et- mais finalement, quand on sait la travailler en combinaison les saveurs, oui, en mettant les bonnes combinaisons de saveurs dans nos plats, en mettant l'amour aussi dans ça, en se réconciliant peut-être avec le passé, et en acceptant que bah, peut-être cette saveur-là, arrivée dans l'âge un peu plus âgé, vers la cinquantaine, soixantaine, l'amertume nous correspond un peu mieux. Je trouve qu'elle est assez intéressante. On a quoi? On a l'endive, il y a l'artichaut qui va être amer, le topinambour, le quinoa, le curcuma qui est aussi un peu astringent, les graines de sésame, les amandes. Donc c'est intéressant d'avoir peut-être une petite garde-robe entre guillemets, une petite liste de choses pour les auditeurs et les auditrices, de se dire ok, je vais me faire une colonne avec les 6 saveurs, les 6 goûts, et puis je vais me mettre une dizaine d'ingrédients, d'aliments dans ces cases, un petit tableau comme ça, et puis bah, de temps en temps quand je cuisine, je jette un coup d'œil, ok, on est dans quelle saison? Est-ce que dans cette saison-là, je peux trouver cet ingrédient-là et celui-ci et celui-là? Et puis s'amuser petit à petit à changer un peu, nos habitudes. Ça demande un travail assez courageux hein, de transcender nos habitudes, mais c'est intéressant, si on a le temps, hein, bien évidemment. J'ai conscience qu'il y a des familles ou des mères de famille, des ménagères qui ont tendance à vouloir, même des pères, hein, à cuisiner juste pour pouvoir nourrir leurs enfants et qui n'ont pas forcément le temps et qui veulent cuisiner rapidement. Donc on peut faire un plat typique avec les 6 saveurs, mais on peut aussi faire plusieurs petits plats qui vont venir se corréler les uns aux autres et avoir cette harmonie des 6 saveurs. Je pense que c'est important, au moins une fois par semaine, de s'octroyer un temps assez long de cuisine en conscience avec soi-même. Mmh. Oui, puis comme tu le disais aussi précédemment, on peut utiliser les épices aussi pour permettre cet équilibre des saveurs. C'est peut-être la façon la plus simple quelquefois de pouvoir intégrer aussi, des saveurs supplémentaires dans un plat, basique. En tout cas, de pouvoir y ajouter un peu de peps, et un peu de couleur aussi, donc. Juste sur la mer, est-ce qu'il y a des
personnes ou des situations dans lesquelles on devrait éviter cette saveur-là? Et bien justement, les personnes ne profitent peut-être un peu Vata et ouais, un peu Vata comme ça, parce que là, on est rentré dans les saveurs qui sont cataboliques, hein, donc qui réduisent les tissus, ou les personnes âgées qui arrivent dans l'âge aussi Vata. Cette notion de réduction, elle va donc amener de l'excès, et au niveau des émotions, on peut toucher la frustration, un peu la diminution de l'esprit au corps comme ça, et un peu d'amertume à la vie, comme je disais tout à l'heure. Il y a une notion un peu de folie aussi, parce qu'il y a, c'est quand même relié, à cette notion d'espace. On fait le vide, et, du coup, l'éparpillement des sens, la folie comme ça, un peu dans la tête, ça peut être déconseillé au niveau émotionnel. Par contre, si on regarde le côté positif pour les personnes comme des profils Pitta, qui l'amertume pour elles est très intéressante, ça ouvre la conscience, l'introspection, ça ouvre l'esprit, ça clarifie la perception, ça favorise l'ouverture à de nouvelles opportunités. Alors ça reste un petit peu subtil, hein, c'est toujours pareil, hein. Je me dis: «Ah bon, bah, moi j'ai mangé beaucoup d'amertume, j'ai pas eu forcément de nouvelles opportunités ces derniers mois», c'est plutôt le contraire. Mais Je non, voilà, comprends pas. c'est Simon, il m'a dit que si je mangeais des endives, j'allais mais dans certains bouquins, voilà, ils parlent de cette notion de lever l'esprit, à voir plus loin que le monde matériel. Parce que du coup, on vient faire de l'espace et du vide, donc on se dépossède peut-être un petit peu plus, ça va nous amener à se mettre en mouvement. Donc voilà pourquoi les profils Vata vont peut-être éviter l'amertume, mais les profils Mmh. plutôt Kapha, qui sont reliés à la terre et l'eau, un peu des fois léthargie, un peu feignante, si je peux me permettre le terme, ça va leur amener de l'espace dans leur organisme. Pour les personnes Kapha et Pitta, l'amertume est très intéressante. C'est vraiment relié à l'élément air et éther, cette notion d'espace. Pour les jeunes et pour les, euh, les régimes alimentaires, on touche cette saveur-là, on touche ces éléments-là. Mmh. OK. Une autre, saveur qui est plutôt réductrice, c'est la saveur astringente qui suit naturellement. Ouais, et on avait la saveur piquante que j'ai peut-être sautée juste on va dire, entre le salé et la mer. Mais elle peut venir après, voilà, mais là, on en parlera après. Mais c'est vrai que la saveur astringente, elle vient dans la continuité avec l'élément air et l'élément terre. C'est-à-dire qu'elle vient elle vient ramener quand même quelque chose, un peu une forme d'ancrage paradoxal. Elle va concentrer l'intention sur soi. Elle favorise également un peu l'introspection, et elle va éloigner l'esprit de l'excitation et de la stimulation au monde extérieur. Elle amène une forme de courage. Donc, quand on dit courage, on dit peut-être passage à l'acte. Et donc, passage à l'acte, on est vraiment dans cette notion incarnée de passer à l'action, du côté terre, quelque part, de cette saveur. Alors là, la saveur astringente, c'est vrai qu'on a du mal un peu à la trouver dans nos plats. On se dit, l'astringent. Mais c'est un peu relié à la verdure, un petit peu les cueillettes sauvages, et aussi vraiment la phytothérapie et les compléments alimentaires qui peuvent avoir ces vertus astringentes. En excès, elle va favoriser l'anxiété et la peur face au monde extérieur. C'est-à-dire que finalement, en dose juste, elle va nous équilibrer face à l'excitation et à ce qui se passe un peu autour de nous. Mais en excès, elle va carrément nous isoler, et on va tendance un peu trop à être tourné sur soi et à se regarder le nombril en se disant, voilà, connaissance de soi, etc. Et on va peut-être s'enfermer un petit peu dans ça. Et il y a cette notion aussi de manquer de nourriture sensorielle, de manquer voilà, de quoi je me nourris à l'extérieur, cette absorption de la vie. Alors L'astringent, c'est la saveur qui est quand même la plus difficile, je trouve, pour les gens ici en Occident comment dire? À imaginer parce que c'est pas une saveur qu'on a beaucoup, je trouve, dans nos plats ou tu disais, on la retrouve dans les cueillettes sauvages, dans certaines verdures et cetera. Mais c'est pas évident, l'astringent, ça enlève en fait, l'eau, contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, avec, peut-être le goût salé qui, va rapporter de l'eau. Là, en l'occurrence, ça peut, enlever l'eau dans la bouche, c'est ça?
Oui, ça assèche, ça resserre les tissus. Euh, Les C'est comme épinards, quand typiquement, on... Ouais, les voilà. épinards, voilà, les épinards, Ouais. quand on prend une soupe d'épinards, on sent après que le palais est un peu farineux, un peu accroché. La banane verte aussi qui va être, qui est pas mûre. Et cette notion un peu, bon après, si on dit le vin rouge, là peut-être que les gens vont plus facilement reconnaître ça. Le vin rouge est astringent. Les vins rouges un peu corsés, tanniques, vont avoir au niveau du palais cette notion d'astringence. Alors dans nos plats, bah oui, typiquement, moi j'aime bien utiliser les épinards. Bon, c'est de saison à l'heure actuelle, mais on peut en trouver quand même toute l'année. Mais on va quand même privilégier les produits de saison. J'aime bien faire associer l'astringent, pas brut comme ça dans un plat qui va venir. Ah bah j'arrive plus à, j'ai plus de salive, j'arrive plus à respirer. C'est pas le but, mais c'est vraiment de combiner un peu les saveurs avec leur contraire. Donc les épinards, si on fait une soupe d'épinards, on va venir l'agrémenter par exemple un lait de coco ou un lait végétal qu'on va faire nous-mêmes avec des noisettes locales quand c'est la saison, des noix. Et on va venir comme ça peut-être adoucir aussi, amener un peu de sucré à l'astringent et ça va directement équilibrer juste cette petite préparation. Donc c'est ça un peu comme ça alors que j'aime bien cuisiner. Je vais passer juste à la saveur piquante si vous avez peut-être des questions sur l'astringent, mais je reviendrai peut-être après dessus quand je vous parlerai d'un plat qu'on pourrait faire. OK, bah, vas-y, c'est parti pour le piquant. Le piquant, je vais peut-être moins m'éparpiller sur cette saveur-là parce que c'est vrai qu'elle est pas, c'est pas celle qu'on aime le plus. Sauf, bon, ça dépend de certaines personnes. Les personnes pita ont tendance un peu à la mettre dans leur plat facilement, mais en vérité, elle est pas véritablement bonne parce elle vient un peu troubler le système digestif et elle peut nous amener à avoir des petits soucis, voilà, quand on passe aux toilettes, etc. Et ça vient toucher un peu le côté émotionnel de est-ce que c'est véritablement bon pour moi, en fait? Est-ce que j'aurais peut-être pas dû éviter cette saveur-là? Je parle des piments en général, hein, des aliments qui vont être assez forts. Euh, le piquant, il est associé au feu et à l'air. Donc, il y a vraiment cette notion de pénétrant, vif, qui vient aussi réduire les tissus. Euh, il est lié aussi à l'enthousiasme, à la joie, à l'action, mais il peut amener cette fragilité émotionnelle. Et donc, du coup, ça peut être bon pour les personnes de type kappa, typiquement, qui vont les mettre en action, que ça va les réchauffer. Ça peut même amener, des fois, la saveur piquante à réchauffer, à être expectorante et à amener un peu comment dirais-je, favoriser un peu la transpiration. Mais en excès, elle va amener de la colère, de la violence, même de la frustration sexuelle. Ça pourrait même aller jusqu'à à la haine, mais bon, je pense que quand on est un peu dans la connaissance de soi, des équilibres, on va pas se dire tiens, je vais prendre un peu de piquant pour favoriser ma haine. Enfin, je pense pas. Je sais pas. En tout cas, ça peut amener un esprit instable et facilement dérangé. Euh, je ne vais pas catégoriser, par exemple, les pays asiatiques comme les Thaïlandais qui font de la boxe thaï, mais je pense qu'ils aiment bien le piquant et le piment et ça les met vraiment dans cet esprit un peu de. Ils sont un peu chauds, hein, voilà, ce côté un peu coléreux. Ouais. Et Voilà. d'ailleurs, Nous c'est pas. Oui. d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure des personnes de type Pitta, c'est émotionnellement, c'est on se dit qu'on a un peu des émotions chaudes, tu vois? C'est comme ça aussi qu'on décrit ce côté émotionnel un peu, voilà, un peu, ouais, chaud, tu vois? Avec des émotions qui vont être comme de la colère, un peu d'irritabilité, des choses comme ça, qui sont provoquées par le feu, quoi. Exactement. Moi, je suis parti un peu en voyage du côté de l'Asie. C'est vrai que j'aimais bien une époque. Bon, j'ai 37 ans, mais c'est vrai que vers mes 25 ans, j'étais vraiment typiquement aussi dans l'âge pita encore aujourd'hui. Mais j'aimais bien goûter les saveurs et les plats locaux, donc c'était souvent bien relevé et bien piquant. Et je me disais, ouais, je suis pas adapté à l'endroit là-bas. J'avais un peu, des petites diarrhées, si on peut en parler. Et j'avais ce côté un peu émotionnel. C'était vraiment instable. Et je me disais, ouais, je suis pas adapté à cet endroit, etc. Mais c'était aussi vraiment
la saveur que j'avais pas maîtrisée, que je connaissais pas en fait. Et en faisant des petites recherches, c'est vrai que quand on voit diarrhée émotionnelle ou même le côlon irritable, ça peut être des choses qui peuvent être reliées à l'émotionnel. J'avais trouvé dans un dictionnaire, dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel, qui est un grand dictionnaire qui va relier un peu les émotions et les maladies. Et il y a ce côté un peu au niveau des intestins de voilà, cela n'est pas fait pour moi, je ne suis pas fier ou un peu honteux de quelque chose. Et c'est vrai que des fois, on a tendance à se dire, ouais, inconsciemment, je me fais du mal en fait à me mettre du piment, mais pourquoi je fais ça? Alors là, on va pas rentrer dans une psychologie, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un problème de fond qui est à mettre en lumière. Et là, ça va peut-être toucher le rôle des psychanalystes et des psychologues, mais c'est cette notion-là de piquant et de se faire du mal avec cette saveur-là. Il y a des personnes peut-être, je suis pas très calé dans ce sujet-là, mais dans les troubles du comportement alimentaire, des fois, avec notre assiette, on ne sait pas trop comment manger pour être en paix avec ça, parce qu'on a une problématique dans nos émotions, dans notre mental ancré, et on se fait du mal sans le savoir, et ça nous réconforte. Enfin, c'est paradoxal ce que je veux dire, mais comme tu disais, Nat, le feu de cette saveur-là va amener un peu à Pita cet engouement, mais ça va lui amener plus de désagréments qu'autre chose finalement. Et après, il va falloir réguler tout ça, et ça va prendre du temps. Et plus on va maîtriser assez tôt ces équilibres émotionnels, mieux on va anticiper les transitions saisonnières et de l'âge et du temps, je pense. Alors après, dans les aliments qui vont s'associer au piquant, qui peuvent être bonnes, pour nous, on va trouver l'ail, le radis, le gingembre, bon, voilà, même en sec, toutes les épices un peu indiennes et orientales qui voyagent bien. Le poivron va être un peu acide et piquant, qui est un peu déconseillé pour les personnes pitta. La muscade, la cannelle, le poivre, les graines de moutarde, le cumin. C'est vraiment des épices très digestes, hein, ça, qu'on peut utiliser dans la saveur, avec la saveur piquante. De toute façon, tout est une question d'équilibre de Ouais, ces 6 toujours, ouais. saveurs qu'on vient de voir. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur les saveurs ou on y va sur, des idées de recettes, Ouais, équilibrantes? on peut aller sur les idées de recettes, hein. En ce moment, typiquement. Alors moi, quand je cuisine, j'aime bien l'adage spiritualiser la matière et corporifier l'esprit. C'est une sorte d'adage un peu alchimique comme ça qui me met une intention avant de cuisiner, ou même ça vient même naturellement. Cette idée de se dire voilà, je vais faire un aller-retour entre le corps et l'esprit. Alors dans les cours de cuisine ou les cours en ligne, etc., j'essaie de toucher cette notion-là. Mais là, typiquement, en ce moment, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme plat? J'avais un cours en ligne là il y a pas très longtemps où on avait fait par exemple une mousseline de céleri. Mousseline de céleri, donc on était dans une couleur un peu blanche, et c'est vrai qu'à la période hivernale comme ça, qui est associée dans le mandala du temps à la couleur blanche, on va éviter justement de manger des produits qui se rapprochent à cette couleur-là. Et c'est vrai que la crème, le lait, ouais, le sucre, les farines blanches sont des produits un peu déconseillés dans le sens où on vient vraiment lier. Et c'est vrai qu'on a besoin de ça à cette période-là, dans la famille, etc. Il y a souvent cette question qui revient, bah oui, mais bon, mes enfants, moi, mon mari, c'est difficile de cuisiner pour tout le monde pareil. Mais on peut typiquement prendre, par exemple, les pâtes à la carbonara, c'est pas le meilleur des exemples, mais ou des lasagnes, par exemple, et petit à petit changer leur conception avec, par exemple, le liant. On va pas faire une béchamel, on va plutôt faire un, un liant avec peut-être un velouté de céleri qui va être un peu épais, qui va venir enrober la lasagne. On va faire on va prendre des pâtes sans gluten pour avoir ces couches comme ça. Et puis on peut remplacer la viande hachée par du tofu, par exemple, du tofu fumé, qu'on peut aussi utiliser dans des spaghettis carbonara. On enlève le porc, le cochon,
On prend des petits lardons de tofu fumé, comme ça on va avoir ce goût un petit peu qui ressemble au lardon. On va prendre des nouilles sans gluten, et puis en crème, on peut prendre un lait végétal de noisettes qu'on aura fait un peu épais, et on aura déjà un peu ce plat traditionnel qui paraît être le même, donc émotionnellement dans la famille ça peut éviter les contrariétés, et on vient toucher, ce qui est intéressant, une forme de dissonance cognitive un peu familiale, de se dire ça met mal à l'aise parce que c'est pas dans nos traditions, mais en même temps, bon, ça s'en rapproche et puis c'est plus digeste. Donc ça, c'est intéressant d'essayer de mettre ça en place dans les plats, par exemple. Et puis sinon, donc pour revenir sur je me suis un peu éparpillé, mais pour revenir sur le plat typique que j'avais fait pour une personne avec les cours en ligne, c'était une mousseline de céleri au curcuma. Donc on avait tronqué un peu la couleur, on avait une mousseline qui était un peu jaune-orangé, donc beaucoup plus réchauffante déjà au visuel. J'avais pris des petits choux de Bruxelles que j'avais blanchis dans l'eau et puis je les avais grillés comme ça avec du ghee. Donc il y avait cette notion réaction de Maillard caramélisée qui venait amener un peu de, je vais pas dire sucrosité, mais quelque chose comme ça, un peu de plaisir. J'avais rajouté quoi? J'avais fait ces fameux crémeux d'épinards que j'aime bien faire. Après, en ce moment, on peut trouver en cueillette sauvage de l'alière ou des crucifères, des choses comme ça. Du cresson aussi qui est très bon, qui est poivré et piquant. Donc on a cette notion d'astringent adouci avec le lait de coco, la mousseline de céleri réconfortante, onctueuse avec les choux de Bruxelles. Donc là, on touche astringent, doux, un peu sucré. Bien évidemment, on sale un petit peu tout ça. Quelques petits pickles de choux rouges ou des pickles de radis parsemés comme ça pour avoir cette notion de violet un peu spatiale qui vient mettre l'esprit un peu plus haut que le côté un peu ancré et terre de l'assiette. Tout ça, on le dresse de manière un peu centrée dans une assiette creuse pour avoir une vision un peu bistronomique, un peu réconfortante, gourmande. Et là, on a les 6 saveurs dans un plat. Alors, ça paraît plein de choses à droite à gauche, mais si on a un petit bocal de chutney avec un petit bocal de légumes lacto-fermentés, on a juste notre purée de céleri à faire avec nos assaisonnements divers, nos petits choux de Bruxelles et notre crémeux d'épinards qui peut faire office de soupe sur le côté aussi. Et là, on va avoir un plat qui va être texturé, plein de couleurs, plein de saveurs, et qui va prendre une heure à faire. Voilà, je pense que quand on fait bouillir une casserole de pâtes et qu'après on fait, finalement, on met autant de temps à faire quelque chose qui va être simple et mécanique, et c'est ça qui pour moi est intéressant de voir. C'est est-ce qu'on cuisine mécaniquement ou est-ce qu'on cuisine avec voilà, il y a des recettes, il y a un feeling et il y a l'impondérable. Et l'impondérable, c'est là où en fait la magie elle opère, c'est-à-dire que quelle est l'intention, quel est le but à la base de cette recette? Est-ce que c'était juste de manger mécaniquement parce que ma vie est faite ainsi? Ou alors est-ce que je change une partie en fait des habitudes de ma vie qui tournent autour d'un élément central qui est l'alimentation et l'essence de ce qu'on est? Et là, on revoit peut-être un peu plus l'espace-temps et notre planning, et peut-être que là, on cuisinera différemment. Chouette. Cette recette, la recette que tu as partagée m'a beaucoup plu. On la mettra bien sûr dans les notes de l'épisode et puis Ouais, peut-être on fera même un petit post sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as une photo de cette recette-là? oui, j'ai une photo avec cette recette, totalement. Donc, je pourrais vous Ah! Trop envoyer la chouette. photo, les ingrédients et les petites techniques simples pour préparer ça de manière équilibrée, ouais. Ouais, ouais. Ah bah, génial, on partagera tout ça. Hem, est-ce que pour donner aussi quelque chose de peut-être un peu plus simple, et rapide à préparer, est-ce que tu aurais peut-être une recette d'un mélange d'épices aux 6 saveurs, par exemple? Ou quelque chose, tu vois, qui peut nous permettre d'intégrer, les différentes saveurs dans un plat quotidien, on va dire? Hem Alors là, comme ça, j'en ai pas une, mais bon, si je le fais intuitivement, on pourrait mélanger, par exemple, de la sarriette des montagnes, qui est une herbe un peu provençale, qui va avoir un côté carminatif, un peu réchauffant.
On peut mélanger peut-être un petit peu de sucre blond, sucre de coco, mais vraiment très subtilement. Avec ça, on peut mettre un peu de cannelle, un peu de curcuma. On peut partir sur du temps pour temps, faire une sorte de garam masala, et puis ça nous fait un petit mélange d'épices comme ça. Alors bon, j'ai dit quoi? J'ai dit curcuma, Sarriette des montagnes, un peu de curcuma, sucre sarriette, blond. un peu de sucre légèrement, qui fait que quand on va mettre nos épices comme ça dans nos légumes, ben le sucre va légèrement, subtilement caraméliser, et on va amener cette douceur et ce liant un peu aux légumes avec le liquide qu'on aura mis dedans, si on met un peu d'eau, quelque chose comme ça. On peut mettre une pointe de sel aussi, hein, de sel non raffiné, un sel rose. Bon, sel rose, c'est pas très local, et puis c'est un peu en ce moment le sel qui est un peu. On évitera d'aller chercher le sel à l'autre bout du monde pour des raisons écologiques, extérieures et intérieures avec nous. C'est vrai que l'éco-anxiété aussi nous met un peu face à notre plat en disant ouais, mais si je mets ça et si ça me rend un peu. Si ça nous rend anxieux de cuisiner, on va tout de suite véhiculer des intentions pas mauvaises, mais voilà. Le but, c'est pas de se rendre anxieux devant notre assiette, hein. Et c'est pour ça que justement, tout ce que je propose un peu en présentiel et à distance, c'est pour amener cette énergie aussi de comment on cuisine en joie. Donc curcuma, sarriette sucrée, un peu de sel, peut-être un peu de cannelle, parce que là on est dans la période hivernale et ça peut être intéressant. Et, et voilà. Puis une autre herbe fraîche, peut-être ouais, fraîche ou sèche, mais peut-être de la menthe poivrée par exemple, ça viendrait amener aussi un peu quelque chose d'apaisant pour les profils pita. Alors c'est sorti comme ça, je sais pas si c'est véritablement la bonne recette idéale, mais si on l'essaye, peut-être que ça nous parlera, hein. Vous pourrez me dire, vous essayerez. Exactement, à tester. À tester, puis on adore les impros sur le podcast. Ah bah ouais, c'est chouette aussi, ça amène de la spontanéité. On a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, on a six ingrédients. Alors, c'est pas 6 saveurs idéalement les mêmes, mais peut-être que l'harmonie et la synergie de ce mélange va peut-être amener quelque chose qui nous donnera envie de rajouter sa propre touche personnelle. Et j'invite tout le monde à mettre aussi sa part de folie dans l'assiette. Super, merci beaucoup Simon pour tous ces partages. Franchement, on invite vraiment les auditeurs à suivre tes cours de cuisine pour travailler à la fois sur les plats, le contenu des plats, mais aussi toute la partie dont tu parles beaucoup, c'est comment on cuisine en fait, dans quelle émotion on cuisine aussi et comment on fait ce plat pour que ça soit transmis à travers les aliments, à travers les goûts qu'on y met. Donc, on invite vraiment tout le monde à participer à tes cours de cuisine où tu transmets tout ça. Mais ouais, merci, c'est Et, gentil. et on arrive à la fin de cet épisode. On a encore 3 petites questions pour toi qui sont nos questions rituelles. Est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Alors la première, c'est quel est ton rituel préféré? Alors là, j'ai un rituel en ce moment que j'aime bien faire, c'est Yoga Nidra. C'est un yoga du sommeil que je fais entre 16 et 18 heures à raison d'une demi-heure, voire 1 heure, où je me pose vraiment comme ça dans une méditation à la fois très très apaisante, mais aussi très consciente, parce que c'est la notion de reposer totalement le corps, mais l'esprit reste quand même très vif. Et ça m'amène à calmer le vata à cette période-là et mon surmenage mental, hein. Je suis quand même assez hypersensible, et le surmenage mental, moi, c'est quelque chose que j'essaye de maîtriser. Donc ça va être vraiment un rituel comme ça, par exemple, le yoga nidra. Et puis en ce moment, il y a aussi le jalaneti le soir avant de dormir, l'eau salée dans les narines. Voilà. OK, très bien. Notre deuxième question rituelle, c'est quels sont tes projets, dans les semaines à venir, là, pour le début 2023? Là, j'ai un projet, bon, c'est pas un projet un peu fou, mais c'est plutôt un temps pour moi. Là, je laisse mon appartement dans lequel je vis depuis 4 ans. Je le laisse au 15 janvier et je m'évade. Je vais migrer un peu en Amérique latine jusqu'au printemps. Voilà, je pars au Mexique à la fin du mois de janvier pour 3 mois. Et je vais aller exporter un petit peu
mes connaissances et essayer de récupérer certains savoirs aussi là-bas qui m'attirent beaucoup pour venir rajouter un peu de métissage à ma vie. Génial. Hâte d'avoir tes retours sur ce voyage-là. Attention au piquant là-bas aussi. Ouais, je vais faire attention. Je pense qu'il y a des aliments qui sont pas des plus vertueux pour moi. Et puis en revenant, oui, j'organise une retraite au mois de juin, début juin, non, mi-juin, vers le solstice d'été, où justement on met les 6 saveurs et les 5 sens autour d'une retraite un peu holistique et culinaire. Il y aura des ateliers de cuisine, et puis voilà, de l'art-thérapie en tout genre, des balades, des baignades. Donc ça, c'est vraiment un temps en petit comité qui me tient à cœur de mettre en place. Et donc voilà, je vais faire ça comme projet au début juin. C'est du 17 au 23 juin. Et juste avant ça, je m'oriente aussi vers une forme, entre guillemets, de karma yoga, c'est-à-dire que je vais être bénévole pour un festival à Cannes. C'est un festival du film écologique et social. C'est à contre-pied du grand, énormissime festival du film. Mais là, ça va être des films indépendants, un peu locaux, pardon, et qui ramènent aussi la notion de savoirs ancestraux du monde entier. Et c'est tourné comme ça autour de la localité et des artisans du coin. Et un côté artivisme aussi qui dénonce des choses. Le thème, ça sera l'eau. Et je vais être bénévole, voilà, pour cuisiner pour l'ouverture et la fermeture de ce festival. Je trouvais ça chouette comme ça d'offrir aussi une autre manière de travailler. C'est pas tellement du travail finalement. Une Voilà un peu les contribution au monde. projets, les projets dans les grandes lignes, et puis ces fameux cours de cuisine sur l'année où j'invite les personnes à faire un format un peu unique d'une semaine à raison de 4 jours dans la semaine, 2 heures de cuisine, par exemple le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche, et ça sur une saison. Et ça évite aux personnes qui veulent aller cuisiner, apprendre pas forcément faire un apprentissage ou quoi que ce soit qui demande de l'investissement, du temps et sur du long terme. Là, c'est plutôt prendre de l'expérience un à un dans l'instant et voir ce que ça fait au corps et à l'esprit. Et puis voilà, c'est un format que j'ai trouvé sympa. Voilà un peu OK, les projets à venir. Bah, en tout cas, on te ouais. souhaite plein de belles choses avec tous ces projets. Et notre dernière question s'appelle l'instant de gratitude. On aimerait savoir qui tu aimerais remercier ou de manière plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier? J'aimerais remercier un peu la vie pour les synchronicités qu'elle nous apporte quand on est aligné un peu avec nos pensées, nos dires et nos actions. Je pense que ça vient amener dans nos vies les bonnes personnes, les beaux événements et puis les prises de décision qui vont être bonnes pour nous. J'ai aussi de manière plus subtile de la gratitude pour cette notion de soleil un peu qui reflète sur l'eau et tout ce qui est mouvement comme ça, qui vient amener cette notion un peu d'éternité dans la profondeur de cette lumière un peu or. Je trouve ça beau dans la contemplation. J'ai beaucoup de gratitude pour ça. Et puis pour finir, je me suis amusé à faire un un petit poème. J'ai alchimisé des mots, on va dire. Vous comprendrez comme bon vous semble, mais j'ai fait un petit poème sur les 6 saveurs pour clôturer cet échange. Et je Excellent, voulais vous le vas-y. partager, voilà, que ça, comme une effluve comme ça qui parfume votre âme. Un petit côté rituel aussi que j'aime bien écrire des fois quand j'ai des petits moments un peu bas, un peu down, hein, ça arrive. Mais là, pour le coup, voilà. Est-ce qu'elle va résonner avec les 6 saveurs? Alors la voici. Quand ta mère est la vie, à la douceur d'une bougie, chaude et sucrée est la tisane éclairée. Subtil ton esprit au ressac de la mer, une balade bien iodée sur ta peau peu huilée. Assèche tes idées à l'aigreur du passé, peine apprivoisée lors des parfums printaniers. Joie et surprise dans ton cœur embaumé, reflète lumière dans nos yeux affamés.
Merci Simon pour ce partage. Tu nous Merci l'enverras? beaucoup. Bien sûr. Merci vraiment pour tous tes partages aujourd'hui sur le podcast Ayurveda. On a été vraiment ravis de te recevoir à nouveau et de partager un moment avec toi. Et on te souhaite plein de belles choses pour tes beaux projets à venir. N'hésite pas à nous envoyer les liens vers tout ce que tu fais pour qu'on puisse les partager à nos auditeurs qui t'ont écouté aujourd'hui. Avec grand plaisir. Et puis, merci à vous de m'avoir accueilli sur votre podcast. Je trouve ça hyper chouette de pouvoir écouter toutes ces personnes qui ont plein de choses à partager. Et je me remercie aussi d'avoir osé prendre la parole aujourd'hui avec vous. Merci beaucoup à vous. Merci à toi Simon, à très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!